Merci beaucoup, Madame la secrétaire perpétuelle. C'est un véritable plaisir et honneur d'être là devant vous cet après-midi. So I'm going to speak in French, since that was the rule for the afternoon. So my talk, if I can put the first slide, thank you for coming, will be in English. The title is Contemplating an End to the HIV Epidemic. In French, essayer d'obtenir la fin de l'épidémie. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste énormément à faire. Beaucoup a été fait au cours de ces 35 dernières années. C'est une diapositive extrêmement chargée sur laquelle je ne vais pas rentrer dans les détails. Elle est là simplement pour vous dire que, un petit peu selon la discussion que nous avons eue ce matin, tout part en bleu sur cette diapositive finalement de la recherche fondamentale pour être traduit ensuite en outils au bénéfice des patients, où qu'ils soient dans le monde. Le vert sur cette diapositive étant le développement de traitements ou d'outils de suivi et de diagnostic des patients, et aussi d'outils de prévention montrés en rose sur cette diapositive. Elle est là aussi pour vous montrer que même après 35 ans de recherche sur ce sujet, il reste beaucoup à faire. Nous n'avons pas de vaccin, nous n'avons pas de traitement qui guérit. Et donc, vous voyez à la fin de cette flèche le bleu qui revient, car le vaccin, le traitement qui guérit, espérons-le, viendra là encore de la recherche fondamentale. Pourtant, il y a eu d'énormes progrès, notamment en termes de traitement, des progrès qui, comme le montre cette diapositive, ont permis de réduire depuis 2001 de près de 40% le nombre de personnes infectées par le VIH dans le monde et de réduire de près de 50% le nombre de morts du sida dans le monde. Vous voyez sur cette diapositive, les résultats sont splendides de cette personne traitée par des antirétroviraux en Afrique, mais ça n'est pas suffisant pour en finir avec cette épidémie, puisque seulement 53% des personnes qui sont touchées par l'infection VIH sont sous traitement dans le monde aujourd'hui, puisque vous voyez aussi sur cette diapositive qu'il y a encore chaque année 1,8 million de personnes qui meurent du sida dans le monde, et que 1 million qui meurent dans le monde et 1,8 million de nouveaux cas d'infection par année dans le monde. Alors les défis sont immenses. Les défis sont immenses, ils ne sont pas tous scientifiques. Je vais revenir sur les défis scientifiques dans un moment. Mais c'est aussi des défis d'accès à finalement un programme de santé publique extrêmement puissant dans des pays qui sont souvent dans des pays pauvres, où il faut complètement renforcer les systèmes de santé dans ces pays. Il faut être un peu innovant pour la continuité des soins, optimiser les services de santé dans ces pays, faire intervenir de plus en plus la décentralisation, la démédicalisation dans ces pays, s'appuyer de plus en plus sur les communautés dans ces pays pour l'accès à la prévention, aux soins et aux traitements. Alors bien sûr, tout ça va dépendre du leadership, de la gouvernance dans ces pays, de la volonté politique, des investissements internationaux, et puis de lutter toujours contre des politiques répressives qui peuvent exister dans encore plus de 70 pays au total dans le monde. Donc comme on le disait ce matin, finalement, la science, c'est bien, mais la science tout seul, il faut plus que la science. Une fois que la science a délivré, il faut en plus bien d'autres composants pour arriver à ses fins et à finir cette épidémie en 2020. C'est ce que souhaiterait l'OMS, l'ONU-SIDA, qui a décidé de mettre en place ce projet 90-90-90, essayer d'avoir 90% des personnes
qui connaissent leur statut virologique, avoir 90% des personnes sous traitement et 90% des personnes qui restent sous traitement, qui continuent à prendre ce traitement à vie. Et vous voyez qu'on est loin encore de cela. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ceci est possible sur le long terme? Certainement, c'est réaliste pour contrôler l'épidémie d'infection VIH dans le monde, mais pour éradiquer totalement cette infection VIH, il n'y a pas. Il nous faudra un vaccin, il nous faudra un traitement si on veut complètement éliminer ce virus. Alors, ces défis scientifiques, je vous l'ai dit, le vaccin, le traitement qui pourrait amener à une guérison. Et puis au milieu des deux, sur cette diapositive, j'ai mis les comorbidités non-sida, comme nous les appelons, c'est-à-dire des personnes qui sous traitement vont bien, leur virus est contrôlé, mais qui sur le long terme, malheureusement, développent des cancers, des maladies neurologiques type Alzheimer par exemple, qui développent des troubles métaboliques, des maladies cardiovasculaires et qui meurent non pas de leur infection VIH, mais de ces maladies. Et pour cela aussi, pour eux aussi, nous avons besoin justement de ces traitements du futur. Alors, il faut progresser sur la connaissance. Pour le vaccin, depuis 2009, il y a eu d'énormes progrès dans la recherche vaccinale et dans la recherche sur les traitements du futur. D'un point de vue vaccin, il y a eu une identification d'anticorps extrêmement puissants, basés justement sur les technologies les plus modernes, la connaissance de la structure de l'enveloppe du virus en interaction avec les récepteurs viraux. Et certains anticorps ont pu être isolés justement des patients eux-mêmes qui sont fortement neutralisants, comme on les appelle, et à partir de ces anticorps qui ont été caractérisés structurellement, eh bien des anticorps ont pu être construits, et ces anticorps sont effectivement extrêmement puissants. Vous voyez sur le côté de la diapositive à droite qu'on a des anticorps contre la partie V2 de l'enveloppe ou contre le site de fixation au récepteur CD4 aujourd'hui qui sont extrêmement prometteurs en clinique avec une efficacité protectrice complète contre l'infection ou bien un contrôle de la réplication du virus. Et puis il y a tous les nouveaux développements en termes de développement de nouveaux immunogènes basés sur la connaissance de la structure, associés à des nouveaux systèmes d'inoculation des candidats vaccins, sans oublier aussi l'ingénierie génétique qui permet aujourd'hui de construire des récepteurs chimériques à l'antigène, de les transférer dans des cellules T et pouvoir justement optimiser la réponse T en réponse au vaccin. Alors, les anticorps sont tellement puissants qu'ils veulent rester sur cette diapositive. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ah, parce qu'on est dans les commentaires, c'est pour ça. Voilà. Alors, nous sommes dans le domaine du vaccin, dans une nouvelle ère de la recherche vaccinale, avec des études qui sont en cours, justement, utilisant ces anticorps neutralisants, études pilotes, pour essayer ensuite d'avoir des candidats vaccins capables d'induire ces anticorps. Il y a aussi des essais cliniques, en tous les cas 2 essais cliniques importants en cours, dont on devrait avoir les premiers résultats cette année. Mais si je montre cette diapositive, c'est surtout pour vous dire
que finalement, moi, ce qui me plaît beaucoup dans l'orientation actuelle, c'est qu'elle ne part pas de dogmes scientifiques. Et ça, c'est pour les jeunes générations de chercheurs. Attention aux dogmes. Aujourd'hui, on essaye de comprendre réellement qu'est-ce qu'un vaccin doit induire pour avoir une réponse protectrice. On essaye d'intégrer la recherche fondamentale avec la recherche clinique et on essaye aussi d'utiliser les technologies les plus performantes et les plus de pointe pour essayer d'obtenir justement des candidats vaccins efficaces pour prévenir, mais efficaces peut-être aussi pour être utilisés en thérapeutique. Alors en thérapeutique, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Bien sûr, on adorerait pouvoir avoir une guérison totale qui est représentée ici sur la gauche de cette diapositive, c'est-à-dire qu'on voudrait que ce traitement soit un traitement utilisé pour un temps et que ce traitement soit capable d'éliminer toutes les cellules qui contiennent le virus dans le génome des cellules T en particulier à l'état dormant. Pour l'instant, il y a un seul cas au monde que l'on connaît qui semble être guéri. C'est le fameux patient de Berlin, comme on l'appelle, qui a reçu un traitement assez lourd, une greffe de moelle provenant d'un donneur ayant une mutation dans le récepteur principal du virus du sida. Traitement extrêmement lourd et non reproduit jusqu'à présent. Alors, faire cela, c'est plus ou moins ce qu'on appelle mission impossible, mais obtenir une rémission durable, là c'est certainement possible. La rémission durable, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un traitement qui permettrait de réduire et de contrôler en permanence l'infection VIH, d'arrêter le traitement et de continuer à avoir ce contrôle permanent, c'est-à-dire que la personne irait bien sans être traitée et elle ne transmettrait pas le virus aux autres. Alors si on y croit, c'est qu'on a aujourd'hui des preuves de concept, comme on dit, de ce type de traitement. On sait normalement qu'une personne qui est sous traitement, si on arrête son traitement, dans les 2-4 semaines qui suivent l'arrêt du traitement, on voit le virus qui redémarre, qui se multiplie à nouveau dans le corps. On voit par contre le patient de Berlin, Timothy Brown, lui, il n'y a absolument plus de virus détectable dans son sang, dans son plasma. Et puis, on a essayé de reproduire ce patient de Berlin. Vous avez les 2 patients de Boston ici, qui, eux, malheureusement, vous voyez que ça a été simplement un simple retard. À l'arrêt du traitement, le virus a rebondi, a recommencé à se répliquer. Mais on a quelques cas. Les quelques cas, comme le Mississippi Baby, comme les patients Visconti, ce sont des cas, en fait, de personnes qui ont été traitées par des antirétroviraux extrêmement tôt, après l'exposition au virus, pour les Visconti, dans les 10 semaines après exposition au virus. Et puis, au bout de 3 ans, leur virus était parfaitement bien contrôlé. Ils avaient un système immunitaire qui semblait renforcé. Et donc, ils ont demandé à leur médecin d'arrêter leur traitement. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on en est à plus de 14 ans pour ces patients Visconti qui sont aujourd'hui au nombre de 25 et ils sont toujours contrôlés sans être du tout sous traitement. Alors on y croit puisqu'on a pu le faire chez quelques patients. On a néanmoins un bon nombre de défis à surmonter. Ces réservoirs viraux qui sont très nombreux dans le corps, les réservoirs majoritaires sont en fait des cellules au repos TCD4 qui contiennent le virus dans le génome à l'état latent, mais il y a bien d'autres cellules réservoirs, vous voyez sur cette diapositive, sans rentrer dans les détails, en particulier les cellules T folliculaires helper, qui sont dans les ganglions, semblent jouer un rôle extrêmement important en tant que réservoir, et ces cellules réservoirs de virus, elles sont présentes partout dans le corps, pas seulement au niveau du sang, mais aussi au niveau de l'intestin, au niveau du tractus génital, au niveau de tous les tissus lymphoïdes, au niveau du système nerveux central, bref, partout. Alors pourquoi ces cellules réservoirs se maintiennent?
d'une part parce qu'on soupçonne fort qu'il y ait une réplication à très bas bruit dans certains compartiments du corps, d'autre part ces cellules au repos sont des cellules qui survivent, et enfin ce que l'on a démontré ces dernières années, c'est que ces cellules qui contiennent le virus à l'état latent sont des cellules qui prolifèrent de façon clonale sur le même mode que les cellules cancéreuses en fait. Et d'ailleurs, elles expriment à la surface de leurs cellules des molécules qui sont des molécules que l'on retrouve sur les cellules tumorales, comme les molécules PD1, CTLA4 ou TIGIT par exemple. Gardons ça en mémoire parce que c'est peut-être justement des choses importantes à prendre en considération pour les thérapeutiques de demain. Ces réservoirs, s'ils se maintiennent, c'est parce que même chez les patients que l'on met sous antirétroviraux, on sait qu'il y a une inflammation résiduelle chronique chez les patients sous traitement. Et on a appris que cette inflammation résiduelle joue un rôle dans le maintien de cette persistance du VIH, et qu'en fait, cette inflammation chronique, elle est aussi associée au développement des maladies cardiovasculaires, des cancers, des troubles neurologiques que je mentionnais tout à l'heure. C'est pour ça que pour nous, il est impossible de dissocier la recherche justement sur les traitements du futur pour contrôler les réservoirs viraux et aussi pour mieux contrôler ces maladies, ces mortalités non-sida. Alors, quelles sont les opportunités? Les opportunités, c'est premièrement d'avoir des agents, des molécules qui seraient capables de réactiver le virus qui est à l'état latent dans les cellules réservoirs. L'approche qu'on appelle shock and kill, choc pour réactiver le virus, kill pour espérer que le virus, une fois réactivé, la cellule qui réplique ce virus va mourir. Alors, où en sommes-nous? Il y a bon nombre d'agents qui ont été étudiés jusqu'à présent. Ce sont des différentes classes de latency reversing agent, comme on les appelle, soit des agonistes de protéine kinase C ou de NF-κB, soit des agonistes de TLR, soit des activateurs du TCR, etc., et puis des agents qui modifient les mécanismes épigénétiques. Pour faire court, je dirais que toutes les études qui ont été faites aujourd'hui montrent que ces agents, la plupart d'entre eux sont capables de réactiver le virus à l'état latent, puisqu'on trouve de l'ARN viral, etc., et des protéines virales, mais aucun ne sont capables d'éliminer les cellules qui sont infectées de façon latente, puisque lorsqu'on regarde le DNA proviral, la quantité de DNA proviral est toujours la même après traitement par ce type de molécules. Bref, ça veut dire quoi? Qu'on n'arrive pas à éliminer totalement ces cellules et qu'il va probablement falloir justement d'autres approches pour tuer ces cellules après réactivation. Alors, quelles approches utiliser? Par exemple, utiliser des anticorps à large spectre de neutralisation. Des études ont déjà été faites. On sait que si on utilise ces anticorps, eh bien, on est capable d'éliminer les cellules réservoirs et prolonger justement le temps après l'arrêt du traitement, le temps de rebond du virus à l'arrêt du traitement. Et par quel mécanisme ça marche? Eh bien, notamment non pas par l'activité neutralisante des anticorps, mais par une activité ADCC, entre autres, faisant intervenir les cellules NK. Donc, des approches utilisant des anticorps bispécifiques pour essayer à la fois après activation du virus, de bloquer le virus qui sort de la cellule et en même temps d'activer la réponse T CD8+, pour immédiatement tuer cette cellule. Donc ça, c'est les anticorps bispécifiques qui ont montré des résultats encourageants, je dirais in vitro, avec des études cliniques qui sont en cours. Le génie génétique, j'ai mentionné déjà tout à l'heure, la modification des cellules T, de l'expression d'antigènes, de récepteurs chimériques à l'antigène, et puis les vaccins. Les vaccins, bien sûr, c'est aussi une approche. Alors, pour vous juste illustrer un résultat avec des anticorps, notamment un anticorps contre l'alpha-4 bêta-7, qui est une intégrine,
Et on sait que cet alpha-K bêta-7, son expression arrive à prédire justement à la fois l'acquisition de l'infection VIH et l'évolution de cette infection VIH. Or, il existe un anticorps anti-alpha-4 bêta-7 qui est déjà sur le marché pour d'autres pathologies. Et les chercheurs ont voulu regarder justement quel pouvait être le rôle de cet anticorps qui est un anticorps important pour le transport et le trafficking du virus et des cellules infectées, notamment dans l'intestin. Eh bien, dans un modèle singe, les résultats que vous voyez ici en bleu montrent très bien que l'efficacité de cet anticorps. Vous voyez qu'après l'arrêt, après l'infection de ces singes, l'arrêt du traitement, on voit qu'en rouge, s'il n'y a pas eu traitement par l'anticorps, eh bien le virus repart d'une façon très haute. S'il y a eu traitement par anticorps, on voit qu'on arrive à bien contrôler finalement le virus chez ces animaux. Notre approche, qui est basée sur ce que je vous disais tout à l'heure, les similarités entre finalement persistance du VIH sous antirétroviraux et cancer, avec l'expression de ces molécules qu'on appelle les immune checkpoint molécules, par des blocages justement de ces molécules, notamment par des anti-PD1 par exemple, ou d'une molécule PD1 ligand, ou encore des anti-CTLA4, et bien là encore, plusieurs études cliniques sont en cours, avec des résultats là aussi encourageants cette année, en décembre dernier, résultats encourageants chez un patient avec une diminution de son réservoir viral sous traitement. Alors, ce sont bien sûr tous des patients qui sont infectés par le VIH, qui malheureusement développent des cancers. Et donc, tout ce type d'études aujourd'hui pour savoir si les anti-PD1 ou anti-CTLA4 sont capables d'être efficaces sont faites chez ce type de patients, vous pensez bien, pour des raisons éthiques. Enfin, la thérapie génique est bien sûr une approche tout à fait intéressante pour, par exemple, essayer de sortir le provirus des cellules infectées de façon latente avec les approches de gene editing. Vous voyez deux publications publiées relativement récemment qui montrent qu'on arrive, en tous les cas in vitro, effectivement, en utilisant le système CRISPR-Cas9, d'éliminer, d'exciser le virus de ces cellules infectées de façon latente, et y compris des résultats dans des modèles animaux. Voilà un petit peu où on en est, mais où allons-nous dans le futur ? Où allons-nous dans le futur ? Certainement vers traiter plus tôt quand on peut le faire, utiliser des anticorps neutralisants certainement, mais il faudra certainement les utiliser aussi dans un traitement extrêmement précoce. Ces approches d'essayer de réactiver le virus latent par un certain nombre de molécules que j'ai déjà citées, mais l'associer à des traitements pour éliminer ces cellules infectées, et puis peut-être de nouveaux traitements qui viennent tout juste de sortir, qui sont à l'étude, qui cette fois-ci visent au contraire à bloquer définitivement et à enfermer définitivement le virus dans le génome de la cellule infectée de façon latente, avec deux molécules qui ont des résultats in vitro seulement pour l'instant assez prometteurs, qui sont des inhibiteurs de l'élongation de la transcription. Enfin, la thérapie génique, dont je suis persuadée qu'on pourra certainement apprendre beaucoup, même s'il reste pour l'instant la grosse difficulté de pouvoir utiliser la thérapie génique à large échelle chez des patients, y compris dans des cellules, dans des pays à ressources extrêmement limitées. Enfin, je dirais que certainement dans le futur, il ne faut pas se leurrer, il faudra utiliser des combinaisons thérapeutiques pour aller vers la guérison ou au moins vers la rémission durable. Mais il y a encore une urgence d'un point de vue scientifique, c'est d'avoir de nouveaux biomarqueurs qui nous permettraient de mieux prédire justement l'efficacité de ces traitements du futur.
quantifier l'ADN proviral pour mesurer la cadence virale, ça ne suffit pas. Il nous faut d'autres biomarqueurs. Et là, les recherches sont en cours aussi sur ce sujet. Et puis, si on regarde les premiers résultats que l'on a avec ces différentes stratégies que j'ai citées et les différences que l'on peut avoir d'un patient à un autre dans des essais cliniques, on ressent très bien aujourd'hui qu'on va aller vers une médecine personnalisée dans le futur, avec des combinaisons thérapeutiques qui ne sont pas les mêmes selon justement les marqueurs, les biomarqueurs que l'on pourra identifier chez les patients. Et gardons toujours en tête que, quelles que soient les stratégies, il faudra qu'elles soient accessibles à tous. Et pour ça, on sait déjà par des études justement faites par des économistes qu'il faudra que ça soit moins de 1 400 $. Pour terminer, je dirais que si on veut y arriver, tant pour le vaccin que pour les traitements de demain, il faut absolument avoir une approche, comme on sait le faire dans le domaine du VIH depuis longtemps, intégrant toutes les composantes. La recherche fondamentale, la recherche clinique qui travaillent ensemble, les sciences sociales et humaines, intégrer aussi les communautés de patients. Et d'autant plus aujourd'hui que sous traitement, lorsqu'ils ont accès au traitement, ils vont bien. Donc c'est compliqué justement de proposer à ces personnes d'être intégrées dans de nouveaux essais thérapeutiques. On a besoin plus que jamais de travailler avec eux. De ce que j'ai dit sur les similarités, par exemple, entre cancer et VIH, on a besoin encore plus que jamais de se parler entre disciplines aussi diverses que le sida et le cancer, ou sida et maladies cardiovasculaires, par exemple. On a besoin de travailler aussi avec le secteur privé, avec les compagnies pharmaceutiques en amont, dès maintenant, si on veut y arriver dans le futur. Alors, vous l'avez compris, finir l'épidémie du VIH, c'est pas encore pour demain. C'est pas encore pour demain parce que beaucoup reste à faire, tant en termes d'amélioration de l'accès qu'en termes de science. Alors, j'y crois quand même grâce à l'effort et la collaboration internationale immense dans ce domaine. Merci de votre attention.